Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Noureddine Biri entre la vie et la mort en Tunisie. C'est ce qu'a affirmé ce mercredi son comité de défense. Le dirigeant du bloc parlementaire Ennahda avait été arrêté pour corruption et terrorisme le 31 décembre avant d'être hospitalisé 2 jours plus tard. 3,5 milliards de dollars pour l'exploration du pétrole et du gaz dans le désert occidental. Un investissement qui entre dans le cadre d'un accord entre le gouvernement égyptien et la société américaine Apache Corporation. Et puis reboiser pour mieux respirer. Au Zimbabwe, 1,26 million de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre seront évitées grâce à un financement du Fonds pour l'environnement mondial. Les détails à suivre en fin d'édition. Mais tout d'abord, quand auront lieu les élections en Libye? Eh bien, des pourparlers ont été engagés ce mercredi entre la conseillère spéciale des Nations Unies pour la Libye et le président de la Haute Commission électorale nationale. Objectif, renforcer les moyens nécessaires pour parvenir à la tenue des scrutins. La présidentielle était censée se tenir, nous vous le rappelons, le 24 décembre dernier, mais a été ajournée en raison de désaccords entre les institutions officielles, notamment en ce qui concerne les lois électorales et le rôle du pouvoir judiciaire. En Tunisie, le député Noureddine Biri est aux arrêts depuis le 31 décembre dernier. Dirigeant du bloc parlementaire du parti Ennahda, il est soupçonné de terrorisme et de corruption. Le tribunal de première instance de Tunis dénonce une entorse aux procédures. Sa famille politique, elle, crie au complot. On fait le point tout de suite avec Marie-Raphaël Antolo. Soupçonné de corruption et de terrorisme en Tunisie, le député Noureddine Biri est aux arrêts. Une arrestation qui suscite un tollé du bloc parlementaire tunisien Ennahda qui proteste contre cette décision à caractère politique, d'où l'appel à sa libération, dénonçant son enlèvement sans mandat ni procédure judiciaire. L'arrestation de Noureddine Biri, l'ancien ministre de la Justice, le numéro 2 du parti d'Ennahda, le parti islamiste tunisien, est un élément qui montre que le pouvoir tunisien continue sa traque contre les têtes pensantes de la corruption. La mobilisation du bloc parlementaire est une mobilisation en réalité opportuniste, parce que le fait de suspendre le Parlement est une manière de couper de quoi vivre des parlementaires. En effet, le député dirigeant du mouvement Ennahda, Noureddine Biri, et l'ancien conseiller du ministre de l'Intérieur, Fatih Baldi, ont été mis en résidence surveillée. Ces derniers sont retenus pour des faits relatifs à la délivrance de certificats de nationalité tunisienne, de passeports et d'extraits de naissance d'une manière illégale. Aujourd'hui, visiblement, les présomptions et les éléments plaidant contre lui se confirment, d'où cette arrestation. Et je pense que c'est l'opinion tunisienne sait quel est le poids de ce personnage et son pouvoir corrupteur à l'intérieur de pays, à travers les réseaux, à travers les alliances. La Tunisie est en proie à une crise politique aiguë depuis le 25 juillet 2021. Le chef d'État tunisien Kais Saied avait pris une série de mesures d'exception portant notamment suspension des travaux du Parlement et levée de l'immunité dont bénéficiaient les députés. Ce qui est important pour moi, c'est ma détermination à nous sortir de cette situation. Ce sont les mots du président ghanéen Nana Akufo-Addo à l'endroit de ses compatriotes. Le chef de l'État qui s'engage ainsi à s'attaquer avec plus d'intensité à la pandémie de Covid-19 et à relancer l'économie nationale fortement affectée. Les détails avec Mildred Deyamou. Une année 2021 difficile, mais beaucoup d'espoir pour 2022. Au Ghana, le gouvernement renouvelle son engagement pour contrer les effets néfastes du Covid-19. Dans son allocution du Nouvel An à la Nation, le président Nana Akufo-Addo a réitéré sa détermination à sortir le peuple ghanéen de la crise sanitaire qui a entraîné sa pire régression. Des efforts significatifs ont été déployés par les autorités, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'industrie.
Ce qui est important pour moi, c'est ma détermination à nous sortir de cette situation. Le gouvernement a conçu un programme solide pour la relance et la revitalisation de l'économie. Nous avons achevé la mise en œuvre de la phase de stabilisation en 2021. Nous avons vu l'économie croître de 6,6% au troisième trimestre 2021 avec une croissance globale projetée de 4,4% pour 2021. 2022 et 2023 seront les années de reprise et d'une croissance économique plus rapide. L'économie du Ghana, qui connaissait une croissance moyenne de 7% en 2017, 2018 et 2019, n'a augmenté que de 0,4% en 2020. Une situation due au fait que la croissance des secteurs phares tels que l'industrie, les services, le tourisme et la fabrication, qui emploient la majorité de la population, s'est considérablement contractée. Pour le chef de l'État ghanéen, malgré la menace liée au Covid-19, il y a des indicateurs qui montrent que l'économie du Ghana se stabilise progressivement. Déjà, il y a des signes clairs que l'économie rebondit fortement. Le travail entrepris par mon gouvernement au cours des 5 dernières années dans les domaines de l'éducation, de la prestation de soins de santé, de la transformation agricole et industrielle, de l'amélioration des infrastructures, de la sécurité, du développement de l'économie numérique, entre autres, est évident. Je vous demande de vous tenir aux côtés de mon gouvernement en ces temps difficiles. Le président Akufo-Addo a apprécié l'engagement des Ghanéens dans le sens de la solidarité. Alors que le taux de positivité au Covid-19 est en hausse au Ghana, le dirigeant appelle à plus de responsabilité et de collaboration en vue de freiner la propagation du virus. Une position commune par rapport au chronogramme et au délai de la transition, au code électoral et à la CENI. C'est ce que prévoit de proposer le collectif des partis politiques en Guinée, une plateforme lancée lundi et qui regroupe une centaine de formations politiques. Marie-Joëlle Malo. Alors que la Guinée est en pleine transition, le 3 janvier 2022, une centaine de partis politiques ont décidé de s'unir pour créer une structure qui présentera le retour des civils au gouvernement dirigé par le colonel Mamadi Doumbouya. Dénommé collectif des partis politiques, la nouvelle coalition entend participer à la réussite de la transition en cours. Nous sommes très intéressés à ce qu'il y ait une transition réussie. Mais nous ne pouvons le faire si nous ne sommes pas réunis, si nous ne sommes pas unis. Nous avons donc créé aujourd'hui le collectif des partis politiques qu'on appelle CPP, pour que les Guinéens qui se ressentent en nous, les Guinéens qui vont voter pour les politiciens, sachent que la Guinée est une et indivisible. Déjà instauré selon les responsables de la nouvelle formation, un comité de coordination composé de 14 personnes doit préparer courant janvier la mise en place de commissions de réflexion et de travail. Ce, en vue de définir la position du collectif des partis politiques par rapport à la Constitution, le code électoral, l'organe de gestion des élections, ainsi qu'au chronogramme et à la durée de la transition. Les résolutions seront transmises à la transition et aux partenaires techniques et financiers de la Guinée. C'est pour dire qu'aujourd'hui qu'il y a nécessité de dialoguer. Maintenant, c'est au CNRD de prêter une oreille attentive aux différentes recommandations parce que les partis politiques se sentent menacés et se sentent exclus dans le processus de la transition. On a comme l'impression que la transition aujourd'hui, elle n'est pas inclusive. La Guinée est toujours sous sanction de la CEDEAO, qui attend des avancées concrètes dans l'organisation d'élections démocratiques. Dans son discours du Nouvel An, le président de la transition Mamadi Doumbouya a promis de céder le pouvoir aux civils en annonçant entre janvier et mars 2022 la tenue d'assises nationales. L'Égypte s'apprête à lancer le forage de plus de 100 puits pétroliers dans le désert occidental, une zone pleine de ressources mais encore largement inexploitée. Un accord de 3,5 milliards de dollars a été entériné en ce sens avec la compagnie américaine Apache Corporation. Les détails avec Siamlo Victoria Sedi, commentaire Philomène Tine. Cet accord va encore révolutionner le secteur pétrogazier égyptien. Signé entre le ministère du pétrole et la compagnie pétrolière américaine Apache Corporation, il permettra à la société pétrolière d'investir 3,5 milliards de dollars dans l'exploration, le développement et la production de certaines concessions dans le désert occidental. Cette attente vise à favoriser plus d'investissements dans les zones de concession dans le désert occidental et ouvre la voie à la maximisation des taux de production de pétrole brut et de gaz naturel.
Avec cet accord, les dernières technologies d'exploration seront mises à profit. Il prévoit entre autres l'association de Halda et Karoum Petroleum, 2 entreprises locales qui devront forer au total 111 puits. L'Égypte dispose de réserves prouvées de 3,3 milliards de barils de pétrole. L'Égypte est le premier consommateur d'Afrique avec plus de 1 milliard de barils par jour. Et depuis 2010, l'Égypte est un importateur net de pétrole, soit un déficit commercial pétrolier à peu près de 4 milliards de dollars par an. Cette découverte dans le désert occidental va rebooster l'économie égyptienne qui sera exploitée par Apache Corporation. Cela permettra aussi de développer davantage les produits pétroliers en les exportant dans son voisinage proche en Afrique et en Europe occidentale. Le secteur pétrogazier, une véritable manne de l'Égypte, renfloue les caisses de l'État. Avec une part de plus de 9% au produit intérieur brut, il permet au pays des pharaons d'occuper le 6e rang africain dans les pays producteurs de pétrole et le 3e rang pour le gaz naturel. 2150 hectares de terre bientôt reboisés au Zimbabwe, et ceci grâce à une enveloppe de 71 millions de dollars débloquée par le Fonds pour l'environnement mondial. Une initiative qui devrait permettre d'éviter 1,26 million de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre. Plus de précisions avec Marie-Joëlle Ballot. Au Zimbabwe, 1,26 million de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre seront évitées grâce au Fonds pour l'environnement mondial. L'organisme a débloqué plus de 71 millions de dollars pour les programmes de remise en état des terres et de reboisement. Ce financement s'attaque aux moyens de subsistance, au changement climatique, à la conservation de la biodiversité et à la sécurité environnementale. Le titre du projet est une approche intersectorielle soutenant le courant dominant de la gestion durable des forêts et des terres pour améliorer la résilience des écosystèmes. Le projet FEM7-DSL-IP apportera un soutien important au Zimbabwe pour éviter la dégradation, la déforestation des terres et des écosystèmes grâce à la gestion durable des paysages de production. Les projets ciblés par ce financement sont mis en œuvre sur 2150 hectares de terre repartis entre 3 provinces, Manicaland, Majvingo et Midland. Ils s'inscrivent dans le cadre du 7e cycle de reconstitution du FEM7, visant à rafraîchir les écosystèmes. Menacés par des vagues critiques de sécheresse et d'épuisement des ressources, le Zimbabwe perd par ailleurs environ 262 349 hectares de terre par an du fait de la déforestation. Ce pays connu pour ses paysages spectaculaires et sa faune diversifiée, reçoit du Fonds pour l'environnement mondial 71 millions de dollars pour les programmes de remise en état des terres et de reboisement. Un financement qui, effectivement, permettra à moyen, à court et à long terme de contrer la crise climatique vu l'aspect reboisement qui est mis en exergue pour les projets qui seront menés. Face à la déforestation galopante qui affecte les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire des populations rurales, la Commission zimbabwéenne des forêts a pour sa part initié en 2021 la plantation de 25 millions d'arbres. À la page sport, la capacité des stades devra être limitée à 60% durant la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Ainsi, on a décidé la Confédération africaine de football en concertation avec le gouvernement camerounais et le comité local d'organisation de la compétition. Une mesure qui fait suite à l'évolution de la crise sanitaire. Pour les matchs du pays hôte, en revanche, la capacité des stades sera rehaussée à 80%. Notons que le coup d'envoi de la CAN 2021 sera donné le 9 janvier au stade d'Olembe à Yaoundé avec en match d'ouverture Cameroun-Burkina Faso à 17h heure locale. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'info continue.